Mesdames, messieurs et monstres, bonsoir. J'avais envie depuis un certain temps de faire une vidéo sur Star Wars 7 avec un petit peu de recul. J'avais pensé un temps faire une réponse point par point à la critique de Durandal en vidéo, car celle-ci synthétise beaucoup des critiques qui sont souvent faites au film. Mais je n'ai pas envie que cette vidéo ressemble à une attaque, d'autant plus que je suis d'accord avec lui sur certains points. Certains points, sur d'autres je trouve qu'il pousse le bouchon un peu loin, mais moralité, je vais plutôt arriver avec ma propre approche et répondre simplement à la question « Mais pourquoi ai-je aimé Star Wars Le Réveil de la Force ?» Commençons par le plus négatif, car des gros défauts, ce film en a. Mais il ne m'empêche pas de l'aimer pour ce qu'il est. Avant tout, je vais vous dire les deux points de scénario qui me dérangent le plus. Han qui retrouve le Faucon Millennium comme pour rien. C'est vrai que c'est forcé. Bien sûr, il y a une pseudo-explication et on peut imaginer que Han avait laissé un tracker dans le vaisseau pour le retrouver dès qu'il décollerait, mais c'est gros et ça n'est pas bien expliqué. Cela dit, on peut vivre avec. Par contre, la carte incomplète et le réveil de R2-D2 sont plus problématiques. C'est encore plus gros et quelle que soit la façon dont je le retourne, ça pose problème. Décortiquons un peu la situation. BB-8 a un morceau de plan qui ne correspond à rien de connu dans les données des rebelles. C'est déjà un peu bizarre, mais admettons, car une galaxie c'est très grand et on peut imaginer que certains lieux n'ont pas été explorés et cartographiés par tout le monde. D'après les explications officielles, cet endroit a cependant été cartographié par l'Empire et le Nouvel Ordre pourrait le retrouver avec ses propres cartes. En tout cas, j'espère, sinon ça fait un énorme trou dans les enjeux du film. Car ça voudrait dire que même avec le plan de BB-8, Kylo Ren n'aurait pas retrouvé Luke et donc que cette quête n'aurait aucun enjeu. Toujours d'après ces explications officielles, R2-D2 a ses fameux plans car il les aurait téléchargés quand il s'est connecté à l'étoile de la mort dans l'épisode 4, comme s'il n'avait rien d'autre à faire à ce moment-là. Et pourquoi n'a-t-il jamais donné ses plans à la rébellion? Ça aurait pu être utile à un moment ou à un autre. Bref, c'est déjà tiré par les cheveux. Je préfère l'idée que c'est Luke qui a divisé ce plan en deux parties, un morceau pour BB-8 et un morceau pour R2-D2, comme ça seul quelqu'un qui a la confiance de R2-D2 pourra arriver jusqu'à lui. Mais alors c'est vrai qu'on a à nouveau le même problème d'enjeu. Et pourquoi le droïde se réveille juste à ce moment-là? Est-ce parce que la galaxie est un peu plus sûre, car Starkiller est détruite et il entend tout ce qui se passe autour de lui? Oui, apparemment, il entend tout mais ne répond pas car il est déprimé. Ou alors a-t-il passé un certain temps à chercher dans sa base de données? Et au fond, a-t-il toute la carte? Ou Luke a-t-il effacé de sa base de données juste le morceau où il allait pour faire une sorte de sécurité? Et s'il a toute la carte, ne sait-il vraiment pas où est Luke? D'ailleurs, d'où sort ce morceau de direction là? C'est peut-être le dernier morceau de trajet connu de Luke, jusqu'à ce qu'il se rende en Terra Incognita? Bon, moralité, soyons honnêtes, l'explication officielle sur ce point n'est pas inimaginable, mais elle est vraiment très tirée par les cheveux. C'est pourquoi ce trou dans le scénario est le point le plus négatif du film selon moi. Même si je crois qu'il y a une intention de faire une espèce d'hommage au film de pirates. Vous voyez bien cette scène classique où l'on réunit des morceaux de cartes pour aller jusqu'au trésor. Ça me fait vraiment penser à ça, et ce serait tout à fait dans l'esprit de Star Wars de faire un hommage à ce genre d'histoire. Aussi, J.J. Abrams a dit qu'à la base, R2-D2 devait apparaître en même temps que C3PO, mais qu'il voulait diluer les anciens personnages dans le film, et donner un plus grand impact à R2-D2. Il lui a donc donné une pièce importante du scénario, et là, cette pièce était bancale. Aussi, je dois dire que ce film fait trop de clins d'œil inutiles et forcés à la trilogie originale. Ça m'a dérangé la première fois que je l'ai vu. En faire quelques-uns, c'est mignon, mais en faire trop, ça brise un peu le quatrième mur et ça nous sort du film. Et c'est vrai que ce n'est pas la seule chose qui peut faire sortir quelqu'un du film. C'est un film de producteur, un blockbuster qui prend assez peu de risques. Contrairement à d'autres, je n'ai pas de problème spécifiquement avec Disney, qui est souvent pointé du doigt de manière un peu ridicule comme un méchant à la Umbrella Corporation. Mais le système hollywoodien peut parfois être un peu frustrant. Et n'oublions pas que les 6 anciens Star Wars ne sont pas fondamentalement différents. Mis à part peut-être l'épisode 4, ils ont tous été pensés avec un but commercial. Ce côté jouet peut même être considéré comme l'une des forces de George Lucas du point de vue des producteurs. Et en plus, rien que faire un nouveau Star Wars est déjà prendre un risque en soi. Il était évident que ce film allait de toute façon déplaire à une part importante des 3 générations de fans, et je n'ose même pas imaginer la pression qu'il y a eu sur les épaules des têtes pensantes du projet. Pression qui a peut-être mené à quelques erreurs. Plus il y a d'intermédiaires dans la création d'un film, plus il y a de risques que de gros bugs restent dans le scénario. Bref, j'admets que Star Wars 7 a des problèmes. Mais la plupart des critiques qu'on lui fait sont plus du pinaillage qu'autre chose. Voilà donc d'autres critiques que je comprends mais qui ne me dérangent pas outre mesure. Et commençons par la critique la plus courante, il ressemble à l'épisode 4. Ça m'a aussi frappé par moments, mais déjà je suis agacé au plus haut point d'entendre des gens dire dans la même phrase que ce film est à la fois trop semblable et trop différent des anciens. Décidez-vous car il ne peut pas être les deux à la fois. Oui, le squelette est le même que celui de l'épisode 4, et il y a de nombreux clins d'œil.
peut-être même trop. Mais déjà ce film, comme tous les Star Wars, reprend les clichés du monomythe, le voyage du héros, c'est juste la base du cinéma d'aventure. Et dès que l'on gratte un peu à la surface, on se rend compte que non seulement ce film a vraiment l'ambiance nostalgique d'un Star Wars, mais a en plus de nombreuses originalités sur lesquelles je reviendrai plus tard. Ce que je veux donc dire, c'est que sur ce squelette, il y a une chair différente des précédents films. Star Wars a depuis longtemps une formule, et même dans l'univers étendu, rares sont les scénaristes qui osent s'en éloigner. Aussi, je crois que beaucoup de gens sont juste déçus de ne pas être la cible de ce film. Non, les méga fans ne sont pas la cible de ce film, et c'est bien comme ça. Écoutez, on est des putains de geeks, on respire du Star Wars, on se re-regarde les anciens films régulièrement, mais ça n'est pas le cas de la plupart des gens, vous savez. Disney n'a pas besoin de nous attirer en salle, car ils savent qu'on ira voir les films quoi qu'il arrive. Et c'est pourquoi le public principal de ce film est la nouvelle génération, celle qui connaît Star Wars comme on connaît un conte ou un mythe, celle qui reconnaîtra certains noms et qui a peut-être déjà vu une fois les anciens films, mais qui n'y est pas accro. Pour ces gens, il est nécessaire de remettre une bonne base sur une franchise vieille de près de 40 ans, mais ça fait mal à certains de ne pas être le centre de l'attention. Et malgré tout, je trouve que ce film fait un excellent travail d'équilibriste pour s'adresser à la fois aux nouveaux et aux anciens fans. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement et au contraire faire une histoire totalement originale ? Oui, ça aurait été une solution tout aussi valable, mais c'est juste un choix différent. Chacun a sa propre vision de Star Wars. Quand je parle de Star Wars à quelqu'un, j'ai l'impression de parler de religion. La force de cette franchise est de s'adresser aux fans de SF, de fantasy, d'action, d'aventure, etc. Mais on ne doit pas rester bloqué dans sa vision personnelle, et il faut être ouvert tant que les nouvelles idées ne violent pas les règles établies. Ça me fait penser qu'il faudra vraiment que je vous fasse ma vidéo sur la prélogie un jour. Mais Star Wars 7 s'inscrit tout à fait dans l'univers établi. Vous voulez qu'on parle des nouveaux pouvoirs ? Ok. La force influence l'esprit et la matière, et a aussi un côté mystique qui est presque religieux. Voilà les règles de base. À partir de là, de nouveaux pouvoirs ont été ajoutés au fur et à mesure. Fantôme Jedi, éclair Sith, etc. En fait, à l'origine, chaque utilisateur de la force est unique. Obi-Wan influence les esprits, Yoda est une force tranquille plus proche d'un moine bouddhiste, Dark Vador est un grand combattant qui s'est étranglé à distance, et l'Empereur est un manipulateur qui sait lancer des éclairs. C'est justement l'un des points que je déteste dans la prélogie, la force est maintenant la même pour tout le monde. Sauf que les Sith savent lancer les éclairs parce que c'est cool et méchant je suppose. Ici, on a enfin de nouveaux pouvoirs, paralyser une personne ou un objet et lire les esprits. Alors à la question pourquoi Dark Vador n'a pas utilisé cette méthode sur Leia, tout simplement car il ne maîtrise pas ce pouvoir, tout comme Kylo Ren ne sait pas étrangler ou lancer les éclairs, chacun sa spécialité. Et ce pouvoir de sonde mentale est une excellente idée pour en faire un véritable inquisiteur, ce que sont les chevaliers de Ren apparemment. Tant qu'on y est, parlons de l'évolution de Rey. Elle apprend vite, très vite. Mais déjà, Anakin et Luke utilisaient aussi la force de manière instinctive. Peut-être pas de manière aussi précise, c'est vrai, mais en un sens, Rey a un maître. L'ego de Kylo Ren est la source de tous ces problèmes, et c'est lui qui réveille Rey, et 2 fois en plus. Elle ne fait que copier avec plus ou moins de succès ce qu'elle voit et subit. Et même pas avec tant de succès que ça quand on y regarde de plus près. Elle influence un Stormtrooper, qui ne sont pas connus pour avoir une volonté de fer. Elle attire un sabre laser, chose que Luke a appris de lui-même aussi. Et elle utilise la force pour battre un blessé grave au sabre laser. Pas de quoi en faire un fromage non plus. Et tant qu'on parle de sabre laser, je suis plus embêté par le fait que Finn en utilise un, même si ce n'est à nouveau pas de façon spectaculaire. Bon, techniquement il n'est pas le premier puisque Han en utilise un dans l'épisode 5, mais Han ne se bat pas avec donc c'est très différent. Selon moi, si le sabre laser est l'arme des Jedi, c'est parce que si vous n'avez pas une parfaite maîtrise de votre corps et de vos sens, au moindre faux mouvement, vous risquez de vous couper un bras ou une jambe. N'oublions pas que c'est une arme surpuissante mais sans poids, ce qui est complètement contre-instinctif. Mais disons que Finn a eu de la chance et passons. Maintenant, c'est vrai que certains moments de ce nouveau Star Wars me laissent un peu froid, comme la destruction de toutes ces planètes inconnues, bien qu'au moins cette fois on voit un petit peu les habitants, contrairement à Alderaan. De plus, j'aime quand même beaucoup cette scène juste pour l'échelle de la corruption de la galaxie. Je ne parle pas de la mort des planètes et de ses habitants, mais du côté terre brûlée, la destruction d'un soleil. C'est un coup pour Starkiller, cette puissance n'est pas gratuite. Et ça donne un enjeu supplémentaire à cette arme, car elle réduit à néant des systèmes entiers juste en rayant de la carte leur étoile. Est-il permis de tout détruire derrière soi en temps de guerre ? Personnellement, je vois dans cette scène un petit message écologique et anti-guerre assez sympathique. Et puis, même si la scène du discours hitlérien est subtile comme un coup de poing dans la figure, je trouve qu'elle marche plutôt bien. Je dois quand même avouer que le général rouquin, là, qui est un petit peu le remplaçant du grand Moff Tarkin, manque de personnalité et m'a pas mal déçu en tant que méchant. On dit souvent la même chose du capitaine Phasma, et même si elle n'est pas un personnage inoubliable, elle a quelque chose de plus que l'intégralité des Stormtroopers qu'on a rencontrés dans les 6 films précédents. Elle est un personnage. Contrairement à
tous vos chers Stormtroopers, je pourrais la décrire en quelques mots si nécessaire. Elle est autoritaire, elle a une apparence hors norme et elle demande à ses hommes de sacrifier, mais quand vient son tour de faire la même chose, elle se débine. Bref, entre elle et Finn, les Stormtroopers sont plus développés, et ça, c'est cool. Mais le frein principal qui empêche les fans de la première heure d'aimer Star Wars 7 est la nostalgie. On voulait plus de Luke, de Han et tout ça. Alors, déjà, on a beaucoup de Han et de Chewbacca dans ce film, plus que ce à quoi je m'attendais. Ensuite, comme le film doit se passer 32 ans après l'épisode 6, je n'avais pas spécialement envie de rester sur l'aventure de petits vieux qui sont de toute façon remplacés par des doublures dès qu'il faut faire un geste brusque. Je préfère largement voir ces personnages que j'aime devenir les mentors de nouveaux héros. C'est ce que je voulais personnellement et c'est ce que j'ai eu. D'ailleurs, j'adore comment les personnages de la trilogie originale sont présentés comme des légendes, parce que c'est ce qu'ils sont dans la vraie vie. Pour les jeunes fans de Star Wars, Luke, Han et Leia sont plus des concepts mythologiques que des personnages de film, et Rey et Finn représentent ce public. Les anciens héros sont des légendes disparues que l'on retrouve dans cette nouvelle aventure. Aussi, j'ai entendu des gens dire que l'apparition du Nouvel Ordre rend la fin du 6e épisode caduque, car l'Empire n'a pas vraiment été détruit. Bon, déjà, même quand j'étais petit, je ne voyais pas la destruction de l'Empereur et de l'Étoile de la Mort comme la fin de l'Empire. On parle d'une guerre qui touche toute la galaxie, tout ne se règle pas si facilement. Oui, l'Empire a perdu sa tête et son arme la plus puissante, mais ça donne juste un espoir de renverser la situation. Au final, les rebelles n'avaient aucune chance avant cette grande victoire et ils se retrouvent tout d'un coup à égalité avec leurs ennemis. Et si tout avait été réglé dans l'épisode 6, il n'y aurait eu tout simplement pas d'histoire à raconter dans le 7. Mais je commence à en avoir marre de répondre aux critiques car il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses dans ce film. Donc qu'est-ce que j'ai aimé au fond? Déjà, visuellement, quelle claque! Je trouve que depuis, Rogue One a dépassé cet épisode sur la présentation des différentes échelles, mais le réveil de la Force le fait déjà très bien. Avant tout, j'adore la façon dont ils ont respecté les vaisseaux et la technologie des anciens films. Ça nous permet de nous replonger plus facilement dans cet univers, et ça, même la prélogie ne l'a pas fait. Et les combats spatiaux sont vraiment géniaux, vraiment intenses. J'ai adoré toutes les scènes d'action, et j'en redemande. Et les practical effects sont superbes. Bien sûr, la promotion du film a exagéré leur présence, mais malgré les critiques dérageux, il y en a beaucoup, et ils sont super cool. En fait, le film m'a directement scotché avec son introduction. On a plein de personnages qu'on ne connaît pas, mais en utilisant des codes familiers, on comprend directement les enjeux. La façon dont Finn et Kylo Ren sont personnifiés dans cette première scène est juste parfaite. Du côté de Finn, c'est un Stormtrooper dans la masse, mais une simple trace de sang en fait un personnage à part entière que l'on commence à suivre. Pour Kylo Ren, on pose ici les bases des attentes sur le personnage, qui sont des codes qui seront retournés plus tard. Juste en le voyant, on croit déjà tout deviner de ce faux Dark Vador, et on se dit « Bon ok, maintenant quoi, il va faire quelque chose que j'ai déjà vu ?» Ah, j'avais jamais vu ça. J'ai aussi aimé les touches d'humour de Finn et de BB-8. Ils auraient pu facilement devenir lourds par moments, mais j'ai trouvé les blagues bien dosées. Globalement, il y a une bonne ambiance de film d'aventure à la Spielberg dans le réveil de la Force. Ce ton si particulier, où l'action peut par moments pointer légèrement vers le burlesque tout en gardant une certaine intensité. Et je parle de Finn, qui est sans doute mon personnage préféré parmi les nouveaux, mais j'ai vraiment aussi aimé les autres héros. Poe, bon, il est anecdotique dans ce film, mais je pense qu'il a du potentiel. En dehors de Han Solo, on n'a pas beaucoup de personnages dans Star Wars dont la caractéristique principale est d'être pilote, et j'aime bien quand on développe les non-Jedi. Rey, je l'aime bien, mais je suis un petit peu dérangé par son côté Mary Sue, donc un personnage qui sait tout faire. Et c'est vrai qu'elle est super multiclassée, survivante, mécanicienne, pilote, combattante, ultra multilinguiste et Jedi. Mais j'aime beaucoup comment elle est présentée. En quelques scènes, on comprend son quotidien, en plus j'adore ce plan sur le pain, et quand elle rencontre BB-8, on apprend qu'elle parle plein de langues, et surtout qu'elle considère les droïdes comme égaux aux humains. C'est sa scène Save the Cat qui lui donne tout de suite une personnalité. Et elle a par moments une innocence sympathique, comme quand elle voit la planète verte. C'est une réaction normale pour quelqu'un qui a vécu dans le désert, chose qu'on ne voit pas vraiment chez Anakin et Luke Skywalker par exemple. Mais avec le recul, le personnage qui est le mieux développé selon moi est Kylo Ren. Déjà, j'adore l'idée d'avoir un personnage du côté obscur qui est séduit par le côté clair de la Force. Rien que ça, c'est unique. Et avant que l'on me fasse la remarque, quand Dark Vador retourne sa veste, c'est plus pour sauver son fils que pour des raisons idéologiques. Ensuite, la façon dont les indices sur l'identité de Kylo Ren sont éparpillés dans le film est très bien gérée. Et surtout, ce personnage joue avec les attentes des spectateurs. Les scénaristes savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire un personnage aussi emblématique que Dark Vador, et ils ont donc joué avec ça. Tant qu'il a son masque, il passe pour un utilisateur du côté obscur de la Force assez standard, qui voudrait être le nouveau Dark Vador, mais qui n'en a malheureusement pas les épaules. De temps en temps, on voit quand même qu'il est étonnamment immature, et on commence à se poser des questions sur le personnage. Et puis, il retire son masque.
Et là, on se dit « What the fuck? C'est quoi cette tête d'adolescent perdu ?» Et c'est là qu'est le génie. Kylo Ren n'a pas pour but d'être un personnage cool, c'est un loser qui vit dans l'ombre de son père, de son maître et surtout de son grand-père. Les plus gros fails du Nouvel Ordre viennent en fait des crises d'ego de Kylo Ren et ça me plaît. Dans le film et hors du film, il voudrait être le nouveau Dark Vador mais ne le pourra jamais et c'est génial d'avoir utilisé ça en tant que background. J'adore ses indécisions, j'adore ses échecs, je comprends le personnage et je le trouve très bien construit à travers quelques scènes marquantes. Et justement, regardons la scène de la mort de Han en détail. Kylo Ren est à un moment décisif. Il hésite entre le côté clair et le côté obscur. Visuellement, le décor et les lumières nous donnent ce côté clair et ce côté obscur. En quelques dialogues, on comprend le dilemme interne de Ben Solo et la relation compliquée avec son père. Mais la mort de l'étoile représente la mort de son hésitation. Le côté lumineux disparaît et la lumière rouge englobe tout. Et même si on sait que Han va mourir dès qu'il monte sur ce pont, parce que oui forcément, j'ai quand même été assez étonné qu'ils osent tuer un personnage aussi important. Et quand il meurt, ce moment est juste entre eux, juste dans leur regard, et ça c'est classe. Et après, on a le combat final. Faisons simple, les combats dans la trilogie originale vont de pas mal à assez nul quand même. Dans la prélogie, ils sont plutôt cool, mais sont très chorégraphiés, ce qui leur donne un côté épique mais irréaliste. C'est subjectif, mais personnellement, je préfère le côté plus naturel du combat final du set. Déjà, le décor est génial visuellement et conceptuellement. Donner des coups de sabre laser dans cette forêt enneigée permet tout un jeu d'arbres qui tombent, de flocons qui s'évaporent et de plein d'autres trucs cool. Et puis, on sent que leurs coups ont du poids. L'action est fluide, facile à suivre et bien chorégraphiée sans que ça ne tombe à la caricature. Et puis, sur cette planète en train de s'autodétruire, une crevasse sépare Rey et Kylo Ren. Cette scène met en place visuellement toute leur rivalité dans les prochains films. C'est cool ou c'est pas cool ça? Parlons maintenant de Luke. La première phrase du texte d'intro, Luke Skywalker a disparu, donne le ton et le but du film. C'est l'enjeu principal, retrouver Luke. Tout le reste n'est que l'aventure qui conduit les personnages jusqu'à ce moment. Même Starkiller est anecdotique. Je sais que Mark Hamill a été déçu par son rôle dans le set, et je lui jette pas la pierre, mais je trouve que l'attente pour voir Luke Skywalker est géniale. Tout le film tourne autour de lui, mais on ne le voit jamais. Ils construisent cette attente, car ils savent ce que veulent les spectateurs, et il faut attendre la toute fin pour voir la gueule de malade de Luke. J'adore ce moment et le décor mystique dans lequel il se trouve. Luke ressemble à un druide ou à un ermite, et c'est exactement ce qu'ils avaient mis en place précédemment. En quelques secondes, on construit le mystère qui nous poussera à aller voir le film suivant. Bam, ça marche pour moi. En conclusion. Mon plus gros problème avec les critiques qui sont faites à Star Wars 7, c'est que l'on compare les pires moments de ce film aux meilleurs des 6 films précédents. C'est un peu injuste, non? Je peux comprendre que ce film n'est pas plu pour certaines raisons, mais il ne faut pas confondre nostalgie et esprit critique. Je dois tout de même dire maintenant que j'ai quelques appréhensions concernant l'épisode 8. Le 7 a recréé une base, mais si Disney n'utilise pas cette base pour faire quelque chose de plus original, là je serais vraiment déçu. Certains propos récents de Mark Hamill me font un peu peur aussi, car c'est quelqu'un de très honnête et il est l'un des rares acteurs de Star Wars qui garde de l'amour pour son personnage. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus avant d'avoir vraiment vu l'épisode 8. Bien entendu, j'espère que ce film sera bon, mais comme j'ai plus d'attentes cette fois, il y a plus de risques que je sois déçu. Que sera, espérons quand même le meilleur. Je vais maintenant laisser la parole à Gorkab qui va lui aussi vous expliquer pourquoi il a aimé lui aussi Star Wars 7. Je vous dis que la force soit avec vous et bye 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 bye. Merci Gilus. Pour moi, la version que nous avons eue de Star Wars 7 est née de la volonté de Disney d'essayer de satisfaire à la fois les fans de la trilogie et de la prélogie, soit tout de même près de 40 ans de fans. Pari impossible? Nope. Disney a bel et bien gagné sur ce terrain avec plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde, soit la moitié de ce qu'avait coûté le rachat de Lucasfilm, une très belle performance donc. Alors, certes, on pourrait penser que depuis l'épisode John Carter, Disney ne souhaite plus prendre de risques et reste dans sa zone de confort, comme ça leur est souvent reproché avec le Marvel Cinematic Universe. Sauf que voilà, bien au-delà du sempiternel et irritable argument « c'est qu'un remake du 4 d'abord », Star Wars 7 reprend un schéma en réalité déjà vu dans l'épisode 1 de Star Wars. Sauf qu'il ne se sert de ce qui s'est passé avant que comme d'un canevas sur lequel il brode un nombre incroyable de nouveautés. Nouvelles races, nouvelles créatures, nouveaux droïdes et surtout nouveaux personnages jamais tentés par le passé. Un Stormtrooper qui se rebelle et questionne l'Empire, un adolescent incompris coincé au carrefour d'un héritage ancestral qu'il ne sait comment aborder et qui cherche une reconnaissance de ses pairs, une jeune Jedi qui s'ignore, jusqu'au moment où elle choisit d'embrasser sa destinée, démontrant une puissance inimaginable par le simple fait de prendre confiance en elle, mais ce sont
des messages extrêmement forts. Et que dire du thème récurrent de la saga, soit de tuer le père. La mise en scène de la mort d'Han Solo est extrêmement puissante. Star Wars 7 a bien plus de qualité que certains voudraient bien lui prêter. En cela, c'est un cycle qui se répétera inlassablement tant que la saga continuera. Certains détestent le retour du Jedi à cause des Ewoks, d'autres ne peuvent pas voir la prélogie dans son ensemble tant elle diffère de la trilogie originale, d'autres encore l'estiment supérieure à cette dernière, c'est sans fin. On a même désormais des comparatifs insensés entre Rogue One et l'épisode 7, alors que l'un joue clairement à fond sur la fibre nostalgique, avec probablement la meilleure scène de Dark Vador depuis bien trop longtemps, tandis que l'autre doit trouver l'équilibre entre héritage et modernité. Tuer le père, je vous le disais. En ce qui me concerne, je suis admiratif devant ce qui a été accompli par l'épisode 7 de Star Wars, et j'attends à présent la confirmation avec l'épisode 8 de Rian Johnson, annoncé comme bien plus sombre. Contrairement à beaucoup, je ne suis pas un immense fan de l'univers de Star Wars, même si j'ai baigné dedans depuis ma naissance. Cela reste un monument du cinéma de divertissement pour celles et ceux qui veulent du grand spectacle, mais dès lors que Star Wars fait office de religion, dont la moindre critique fait état de blasphème, alors il serait peut-être temps de redescendre sur Terre et d'arrêter de marcher dans le ciel. N'hésitez pas à débattre des idées présentées dans cette vidéo dans les commentaires, et à bientôt pour de nouvelles aventures.